Mardi 7 juillet 2015, vous êtes sur TV+. TV+, ce soir, c'est le principal rendez-vous avec l'information. Mais avant, voici le sommaire. Libreville et les transporteurs comprendre si effectivement, en cette période de vacances, l'activité est toujours aussi intense et que les recettes sont évidemment possibles en cette période où évidemment la circulation est de plus en plus fluide et où effectivement les élèves ne sont plus quasiment présents dans les artères de la capitale. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Les questions d'insécurité également à Libreville. Il ne se passe pas un jour sans que l'on parle des braquages et autres faits marquants, évidemment, notamment ceux qui, évidemment, se livrent au vol à la tire, causant même des désagréments suffisamment importants. Nous ferons le point dans cette édition d'information pour tenter de comprendre les moyens en vue d'endiguer ce phénomène de l'insécurité qui revient sans cesse dans la capitale. Et le volet dossier sera consacré à la planification que les familles font durant les vacances scolaires évidemment, où les enfants sont obligés de passer des journées entières dans leur maison sans occupation préalable. Il est question ici des dépenses à effectuer pendant cette période de vacances qui dure 3 mois dans l'année scolaire. Bonsoir à tous et merci de renouveler la confiance en la télévision du futur. Ouvrons cette édition d'information avec cette information relative à la jeune Brigitte Souvenir Meza Mobian, à peine 10 ans, qui serait revenue récemment de Bitam, chef-lieu du département d'Untem, où se trouveraient en ce moment ses parents. Elle a donc dû effectuer le voyage sur Libreville. Un conducteur évidemment charitable a bien voulu la déposer au commissariat d'Akanda, ne pouvant elle-même retrouver le domicile de ses parents à Libreville. Elle se serait donc perdue. Toute personne l'ayant reconnue peut toutefois appeler les responsables du commissariat d'Akanda, notamment le capitaine Michel Moussadji, qui répond au numéro suivant, le 07 47 64 38 ou encore le 06 27 55 84. Juste rappeler les numéros de téléphone, le 07 47 64 38 ou le 06 27 55 84. Et sur le front social, abordons une autre question, celle relative à la situation des agents du département de la fonction publique. Ces employés donc qui sont rentrés en grogne depuis la semaine écoulée. La question liée à la prime d'incitation à la performance et bien entendu la formation des agents, entre autres problèmes évoqués, les conditions de travail également qui poseraient problème au sein de ce département ministériel. Nathalie Oké et Inès Bettina Makoso sont allés voir de quoi il en retourne. Voici le reportage. Les agents de la fonction publique gabonaise observent un sitting devant leur ministère, un sitting pour réclamer de leur tutelle l'aboutissement de certains points restés en suspens depuis 2014. Et malgré le fait qu'il y a désormais un nouveau bureau syndical, l'administration reste muette. Après 6 mois, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, ce protocole d'accord a été signé en novembre 2014. 6 mois après, nous constatons que les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Il y avait un certain nombre de points, tels que la mise en stage des agents, la mise en circulation des bus, les concours, l'organisation des concours professionnels, parce qu'il faut dire ici que c'est un concours qui n'a plus eu lieu à la fonction publique depuis plus de 15 ans, donc quasiment 20 ans, donc un certain nombre de choses. Il y avait plusieurs points inscrits, n'est-ce pas,
Donc là, je vous cite certains, et nous constatons que rien n'a avancé par rapport à ces sujets, à ces questions-là. Nous avons engagé toutes les démarches dans un premier temps pour qu'éventuellement les discussions, le dialogue soit renoué. Malheureusement, vous savez, le démarrage est souvent lent. L'administration il n'y a pas eu un écho favorable par rapport à la démarche qui a été initiée. Nous sommes allés jusqu'au préavis et là, le 29 dernier, nous sommes rentrés en grève. Une attitude qui a fait déborder le vase en créant ainsi la colère de ces employés de l'État. Le plus dur, selon ces derniers, c'est le besoin d'aller se recycler vers les grandes écoles d'administration du pays afin de se rendre plus opérationnels. Et on avait également noté la paralysie au sein des universités et grandes écoles du Gabon, notamment à l'école normale supérieure. Là-bas, les activités pédagogiques avaient cessé pendant plusieurs semaines. Nos reporters Nathalie Oke et Inès Bettina Makosso se sont rendus à l'école normale supérieure pour constater l'effectivité de la reprise des activités au sein de cette institution. Voici le reportage. Après une longue période de grève, la crise a fini par s'apaiser au sein du syndicat national des enseignants-chercheurs. À l'université Omar Bongo ou encore à l'INSET ou École normale supérieure, les activités ont bel et bien repris. Bien qu'on soit en fin d'année académique 2014-2015, les étudiants, les enseignants des grandes écoles et universités du Gabon s'attellent à boucler cette année, même si certains évoquent les failles observées dans leur activité. Nous sommes en partiel libre, donc ça veut dire chaque professeur propose un jour pour faire le partiel. Comme demain, on a un partiel, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Habituellement, on faisait des stages de 3 mois. On fait les stages de 3 mois à l'INES. Au regard de ce qui s'est passé avant comme perturbation, alors que cette période a été réduite. Donc nous avons fait 1 mois de stage et en ce moment, on est en train de chercher à finaliser avec le rapport de stage. On est en train de le rédiger et puis voilà, qu'on va déposer le 10. Les activités ont repris, notamment les enseignements à tous les niveaux, licence 1, licence 2 et licence 3. Plus que quelques semaines nous séparent donc de cette fin d'année académique 2014-2015. Pour de nombreux étudiants, l'année aura été entachée de plusieurs manquements qui ont impacté de façon négative sur le travail de ces derniers. Un souvenir triste que d'aucuns n'aimeraient plus revivre à compter de l'année prochaine. Parlons à présent de ce phénomène qui semble bien avoir la peau dure dans la capitale gabonaise. Il s'agit bien sûr de l'insécurité qui demeure tout de même une épine sous le pied des gens ou des Librevillois qui se déplacent de nuit comme de jour. Encore les transporteurs et leurs clients qui ne finissent pas toujours évidemment par rentrer dans de bonnes conditions chez eux. Juliette Bayard en parle dans ce reportage. L'insécurité regagne du terrain à Libreville, surtout la nuit, où les taximens et leurs clients et potentiels clients finissent pour la plupart en queue de poisson. L'on en veut pour preuve l'incident survenu sous l'échangeur d'Awendje le 6 juillet 2015, où un supposé passager se serait servi d'une arme blanche pour tenter de braquer un taximan qui, lui, plus fort que son agresseur, lui aurait arraché le couteau avant de le lui enfoncer. Au regard de tout ceci, quelles précautions prennent les piétons? Je préfère sortir avec mes papiers. Bon, la deuxième des choses, nous on sort toujours en groupe, rarement. Donc en groupe c'est mieux. Je vais essayer de crier au secours. Si il y a le numéro des urgences, j'appelle. Il n'y a que ça. Les taximens, eux aussi, prennent des précautions. Bon, la nuit, on se fie juste aux forces de police. Et quand moi-même je travaille, je prends mes précautions personnellement. Si par exemple j'ai une arme blanche, je peux par exemple garder, je la mets sur mon siège pour éviter d'être agressé. Et maintenant s'il y a plus de 2 ou 3 clients garçons, je ne les embarque pas. Voilà. Je prends plus de 2 clients la nuit au lieu de 3. Non, jamais je ne travaille pas la nuit. Quand c'est à 18h30, garde-moi. Madame, le problème que je ne travaille pas la nuit. Tous les chauffeurs ont au moins une arme de quoi là, secours dans sa malle arrière. De là, bon, si il voulait m'agresser, moi-même je fais sortir mon arme. Entre chauffeurs prêts à détourner l'itinéraire ou à braquer leurs clients et les passagers
Prêt à être le bourreau du chauffeur et même des autres passagers, l'on ne saurait où mettre de la tête. Les forces de l'ordre doivent ici être mises à contribution. Et en attendant les forces de l'ordre, se munir d'une arme reste la seule solution, par exemple pour les transporteurs, ce qui à l'évidence n'est pas pour arranger les choses. Il vaut mieux le rappeler. On parle de toute autre chose à présent, il s'agit justement des transporteurs et cette fois, parlons de leur activité qui tente d'être en baisse assez souvent lorsque les vacances scolaires s'annoncent. Voyons cela dans ce reportage de Nathalie Oquet. Depuis le début des vacances, on observe une baisse d'activité chez les transporteurs en commun. Un léger soulagement pour les travailleurs et autres agents de l'État. Un constat partagé par ces derniers, lesquels évoquent bel et bien cette réalité, même si le coût du trajet n'a guère diminué pour le client qui continue de subir les caprices de ces transporteurs en commun. Il y a une très grande différence entre la période scolaire et la période des vacances. Si par exemple la période scolaire vous faites une recette de 50 000 jours et actuellement aujourd'hui la période des vacances, nous sommes au moins une moitié de la recette journalière pendant l'année scolaire. Donc c'est vraiment une réduction de 50% par rapport à la recette de... Non, on n'a pas assez de clients maintenant. Un chauffeur comme moi, je préfère travailler seul au lieu de donner à quelqu'un. Mais les autres font aussi. Il y en a qui font l'américain. Quelques nationaux, soucieux d'aider les employés gabonais, se seraient décidés de véritablement s'investir dans ce domaine de transport, secteur qui continue d'être embrigadé par les non-nationaux. On s'interroge tout de même sur le projet de nationalisation du secteur transport dans la capitale gabonaise, surtout avec le phénomène de l'insécurité qui ne cesse de s'accroître dans ce secteur prometteur. Abordons la page dossier de cette édition d'information consacrée effectivement aux vacances, comment occuper les enfants dans les différents orphelinats de la place en période de vacances justement. Et pour le savoir, nos reporters se sont bien rendus dans l'un des orphelinats de la place pour constater ce qui s'y fait. Bertline Bengon en compagnie de Edgar Zé. Un quotidien quasiment le même en période d'année scolaire ou même en vacances, celui des enfants au sein des orphelinats, même si à certains moments, les encadreurs tels qu'ici à l'orphelinat Maison de l'Espérance, où l'on tente de créer de petites activités pour occuper les enfants. Nous les occupons de manière diversifiée. C'est vrai qu'il y en a qui font les cours de vacances, mais ceux qui sont là ne restent pas dans l'oisiveté. Et ils sont, chacun a une tâche ménagère, balayage, laver les assiettes, pourquoi pas préparer. Donc vraiment ils se débrouillent pas mal, je les occupe dans toutes ces tâches-là. Au sortir d'une année scolaire dont les résultats ont été assez satisfaisants pour la plupart des 50 enfants gardés au sein de cet orphelinat, l'idéal était pour les encourager de changer d'air. Mais la possibilité de mettre en pratique cette volonté est bien compliquée pour tous. Il y a des enfants que nous envoyons pour des couples de bonne foi qui voudraient vraiment partager avec les enfants. Il y a quelques-uns qu'on envoie dans des familles. Et il y a des équipes aussi qui arrivent pour avoir des temps de créativité, les distraire, jouer au basket, au ballon, un peu toutes ces choses-là. Dans tous les cas, pour ces enfants au sein de cet orphelinat, tant qu'il y a du beau monde autour d'eux et tant que leur visage reste rayonnant au sein de leur orphelinat ou ailleurs, la vie est toujours belle. Et faute de distraction, vous en convenez, les enfants peuvent se livrer à pas mal d'errements face à l'oisiveté, notamment les balades inutiles, ce qui les exposerait sans doute aux crimes assez souvent constatés, aux enlèvements et parfois aux viols. Question de sécurité de ces enfants, Bertline Bengon en parle dans ce reportage.
Le phénomène de l'insécurité est aussi grand en période d'année scolaire qu'en vacances, en ce moment même où les enfants sont pour la plupart seuls dans les domiciles. Lorsque les parents sont au travail, quelles sont donc les dispositions prises par les parents pour mettre les enfants hors de danger quand on pense aux enlèvements, aux crimes rituels et bien d'autres sans effrayer quiconque? Nous, sortie, c'est pas ça, nous. On préfère encore rester à la maison. Oui, bon, pour avoir plus de sécurité, pour pouvoir garder les enfants. Lorsque je vais marcher, il y a des personnes dans la maison qui peuvent rester avec eux. On demande aux enfants de rester à la maison, des pas qui baladent. Pour d'autres, quelles que soient les dispositions, ici en ville, combattre l'insécurité paraît difficile. Donc mieux vaut se rabattre dans les villages durant la période de vacances. Pendant la période de vacances, nous on va au village, à Fougamou. Parce qu'on se sent bien là-bas. En ville, ici, on fait quoi? On ne fait rien. Donc au mois de juillet, comme ça, on prépare déjà pour aller chez nous. En vacances, ça nous évite les problèmes de sécurité parce que là-bas, on est plus en sécurité. À chacun de prendre ses dispositions quand on sait que le phénomène de l'insécurité n'est pas prêt de plier bagage. Et il y a la question liée à la dépense pour évidemment subvenir aux besoins de ces enfants, notamment l'alimentation. Et on peut, à l'évidence, constater qu'effectivement, en période de vacances scolaires, les dépenses augmentent pour évidemment apporter plus de satisfaction à ces enfants, tandis que d'autres tentent de rationner les repas. Par exemple, Nathalie Oquet a mené une enquête sur la question. Dans les ménages de la capitale, la plupart des enfants sont en vacances. Certains d'entre eux sont encore à Libreville, pendant que d'autres séjournent chez les tantes ou autres membres de la famille. Ce qui fait un bouleversement total des comportements, et c'est le panier de la ménagère qui prend un coup. Quelques grands-parents nous parlent de leur expérience respective. Et là maintenant, ils sont à la maison avec la dame. Ils ne mangent pas n'importe comment. Ils aiment manger que les grillades, les petites choses comme ça, les yaourts. Je suis obligée de satisfaire parce que je les aime. Les enfants passent toute la journée à la maison par rapport au moment où ils partent à l'école le matin. S'ils vont à l'école le matin, on peut payer 3 pains qui nous font déjà pour 6 enfants, à raison d'un pain pour 2. Mais s'ils ne vont pas à l'école, c'est la fatale. C'est la fatale. On mange à tout bout de champ. Le budget augmente. Il y a moi-même, ma vieille maman, mes 5 petits-fils, ce qui fait déjà 8 personnes. C'est difficile avec un seul salaire, vous avez un seul salaire. Et lequel? Quel salaire? Lequel d'abord? Un salaire de combien? Bon, je ne veux pas seulement divulguer ça, mais c'est pas grand-chose aussi. Ici, on note que le coût de la vie devient de plus en plus difficile. Et dans les foyers, c'est la débrouillardise. Les coûts des denrées sur le terrain ne favorisent point le quotidien de ces familles. Soulignons qu'avec le problème du coût de vie très élevé, de nombreuses familles peinent de plus en plus quant à leur suivi, les conditions d'existence devenant précaires au fil des années. Le coût de vie, et voilà ce qui revient à chaque fois, et le panier de la ménagère de plus en plus vide, alors même que le gouvernement de la République avait préconisé la baisse des prix des produits de première nécessité. La flambée semble être observable en cette période de vacances. C'est du moins ce qui ressort dans ce reportage signé Juliette Bayard en compagnie de Justin Jana. Les vacances scolaires rimeraient-elles avec dépenses supplémentaires? Pour les chefs de famille, les prix des composantes du petit déjeuner en particulier ont changé chez les épiciers, ce qui alourdit davantage le budget prévu pour les besoins de la cause. Est-ce le cas à tous les niveaux? Le sucre, aujourd'hui, il y a pénurie. Alors là, le sucre que nous trouvons, ça a augmenté. Donc ça nous fait vraiment mal parce que là, quand ça augmente, c'est que le coût à la maison est très élevé. Donc c'est pas facile pour nous. Déjà, parents, quand tout le monde est à la maison. Or, quand ils sont à l'école, on se débrouille pour leur faire partie le matin, au petit déjeuner. Mais quand ils sont tous regroupés, c'est vraiment difficile. Je pense que ça a légèrement augmenté, juste légèrement. Un peu comme par exemple les choses comme les paquets de sucre, les choses comme le sucre, le lait, voilà les choses que moi j'ai constaté que ça a un peu augmenté. Mais par contre, le reste, moi je n'en consomme pas trop. Les œufs aussi, bon, on achetait l'alvéole à moins de 700, maintenant il va à 750. Mais on va dire que ça revient à la même chose parce que de toutes les façons, quoi qu'il en soit, le petit déjeuner, le petit le prend toujours le matin.
Donc, en matière de prix, différenciation des prix, j'ai vraiment pas fait le constat directement, mais tous les matins, il prend toujours son petit déjeuner, c'est au même titre, quoi. Pour la majorité des parents interrogés, le petit déjeuner coûterait les yeux de la tête pendant les vacances et le rythme des repas ne change pas. On ne peut pas les changer des habitudes. Il y en a qui prennent le lait, il y en a qui préfèrent manger le matin, il y en a qui préfèrent aller avec le sandwich, et même là, vous ne pouvez pas leur dire du coup que bon, ben, comme ce sont les vacances, vous allez tous prendre du lait. Ça va fâcher tout le monde. Ça devient plus coûteux. Plus coûteux parce que quand ils vont à l'école au matin, vous avez déjà planifié. Vous savez déjà que chaque matin, chaque enfant doit avoir peut-être ses 500. Comme les miens ne sortent pas d'Ovendo déjà, c'est la grâce que j'ai eue. Donc, du coup, vous savez qu'ils ont 500 pour le petit déjeuner, comme ils font journée continue. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Je prends les pains de 1000 francs à la maison, ça ne fait pas 2 jours. Serrer la ceinture pour 3 mois au moins reste la solution pour les parents. Les congélateurs devront se vider et les vacanciers ne se feront pas prier pour cela. Et que dire des parents qui adorent évidemment la viande de brousse ou encore d'autres enfants qui évidemment apprécient la viande de brousse. L'activité des vendeuses au marché Montbouet avait ralenti. Nos reporters sont repartis pour évidemment constater si effectivement les choses ont repris de plus belle. Retrouvons cela avec Francis Obam qui était en compagnie de Justin Jana. L'activité des vendeuses de gibier du marché de Montbouet devient préoccupante à cause des tracasseries que celles-ci rencontrent avec les agents des eaux et forêts qui les empêcheraient d'exercer normalement suite à la décision gouvernementale interdisant la vente de certaines espèces. Malgré plusieurs réunions avec les responsables du département ministériel, ces dernières n'ont pas obtenu gain de cause. La situation reste inchangée. Nombreuses ont même été jetées en prison du fait du non-aboutissement de la réglementation de la dite activité. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas une entente. On a commencé les démarches, on a commencé les réunions, parce que les eaux et forêts nous convoquaient de temps en temps. On avait tenu un séminaire qui a fait une semaine. Les eaux et forêts nous laissaient entendre qu'ils avaient créé un autre département qui était chargé de la vente de la viande de brousse légale. Donc on était vraiment contents parce qu'on nous avait déjà tout même dit. On est parti sur l'agrément, combien la commerçant qui partit en brousse devait payer l'agrément. On est parti sur la commerçante qui détaille la table devait payer l'agrément. On est parti combien le chasseur devait payer. On est parti sur un quota qui devait se passer chaque bête. Quand une commerçante va en brousse, elle se rend, si c'est à Lambaréné où elle est, il se rend à l'agence où il y a les eaux et forêts, peut-être les eaux et forêts de Kango. Il s'arrête, il prend un papier, un quota, et dit que je veux prendre peut-être 50 bêtes. Donc le taxe, c'est un prix de combien de 50 bêtes coûtées. Mais apparemment, ça fait presque 1 an. On n'en parle plus. On ne sait pas où c'est arrêté, où ça n'a pas eu une suite favorable. Les femmes commerçantes demandent au chef de l'État de trouver une solution à leurs problèmes. On demande toujours au chef de l'État. C'est un commerce qu'on fait depuis. L'affaire qu'il avait commencé, l'affaire qu'on nous a bourré de l'espoir, qu'on va mettre, on a déjà créé un département, qu'on va vendre la viande légalement comme les autres activités. C'est ce qu'on attend. Il faudrait que ça se réalise. Il faudrait que ça voie le jour pour qu'on puisse aussi faire notre activité sans avoir peur. Parce que quand tu as la viande, une fois tu croises un policier, c'est les caca et les pipis qui avec toi, tu te dis que c'est fini, je retourne encore en prison. Il faudrait que le gouvernement pense aux mamans. Il y a plein de personnes. On a des enfants qu'on nourrit, qu'on envoie à l'école à travers ça. Si nous tous, on se met encore au chômage. Pourvu que l'appel soit entendu, histoire de soulager ces mères de famille qui n'ont que cette activité pour vivre.
et les mères de famille qui doivent évidemment prendre en compte la préservation des espèces protégées que l'on retrouve assez souvent sur les étals des marchés. On parle de toute autre chose à présent. Il s'agit des congés de maternité. Comment assurer ces congés de maternité pour les femmes qui, évidemment, se rendent chez leurs beaux-parents pour effectivement assumer les charges liées à cette maternité. Nathalie Oké a mené l'enquête sur le terrain et voici ce qui en ressort. La période de maternité reste un moment de repos et de reconstitution de l'organisme de la femme. Durant 2 à 3 mois, cette dernière devra subir des soins et des massages pour lui permettre de recouvrer sa santé. Une tâche qui incombe soit à belle-maman, soit à une tante ou encore à un parent de la famille. Certains hommes seraient devenus spécialistes dans ce domaine. Je continue à faire le chaud. Mais ma belle-mère. Je ne dois pas dépenser quelque chose. C'est un geste symbolique. C'est tous les jours. Voilà. La chose étant modernisée, l'homme peut faire de l'eau chaude à sa femme, pourvu que l'eau soit bien chaude et puis que les étapes soient respectées, c'est-à-dire qu'elles soient faites le matin et le soir. Vous avez épousé votre femme, elle est désormais de votre famille. Si après l'accouchement, elle retourne auprès de sa mère qui se brûle les mains, qui se lève à 4 heures pour lui faire de l'eau, qui s'arrange à lui faire 3, 4, 5 repas par jour, c'est un travail. Et bon, pour dire merci, ce n'est pas un paiement en tant que tel. Pour dire merci, il était judicieux dans nos coutumes que l'homme et ses parents aillent récupérer cette femme qui est allée en fait se reposer chez ses parents en donnant un présent. Dans quel contexte l'homme peut-il assumer cette tâche, celle de la prise en charge de sa conjointe après un accouchement, étant donné tout ce qui tourne autour? Je suis de culture fan et ça se fait différemment que chez les sœurs du sud. Et chez nous, de l'eau chaude, ça se fait sur un lit en bambou, une grande marmite, est mise en ébullition, c'est au feu et on tape avec un balai. Voilà, l'homme ne peut pas le faire. Déjà, ce contexte-là, ici à Libreville, on ne peut pas le recréer assez facilement. Et vu qu'il ne peut pas supporter cette chaleur, il lui est un peu difficile de faire de la même manière. Sinon, il fait de l'eau pour soulager, de l'eau dans un seau chaude qu'on a retiré du feu, avec une serviette chaude, il masse. Il ne peut se limiter qu'à cela. Des massages au sortir d'un accouchement, une tâche que seules les femmes assurent avec aisance. Un homme serait ici malvenu dans cet exercice méticuleux qui exige de la rigueur, la fréquence et des techniques adéquates. Exercice rigoureux, messieurs, mettez du vôtre dans le suivi de la maternité de vos femmes. On parle de l'enseignement technique à présent, avec les 1600 candidats qui planchent actuellement, depuis plusieurs jours d'ailleurs, pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur sur les 34 filières retenues pour le compte de cette année. Le lycée technique national Omar Bongo de Libreville est le principal centre de ces examens. Francis Obama et Justin Jana y étaient ce matin. 1600 candidats au total passent les épreuves du DTS, diplôme de technicien supérieur. Le lycée technique est le cadre choisi. 34 filières ont été retenues. On peut citer pêle-mêle banque finance, banque assurance, agriculture, comptabilité, gestion d'entreprise. Tout se déroule